Voilà, heureux de vous retrouver ici à Sontexpo ce mercredi 21 mai sur le plateau télé FHP Direct. Et à Seigneur tout honneur, nous recevons le président de la Haute Autorité de Santé, le professeur Lionel Collet, avec le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, Lamine Garbi. Bonjour Lionel Collet, bonjour Lamine Garbi. Nous voulions, Lamine Garbi et moi, tout particulièrement, vous recevoir, Lionel Collet, sur plusieurs sujets importants. Notamment évidemment la certification des établissements, faire le point sur ce qu'elle est. J'allais dire, dans une certaine mesure, on a l'impression d'être passé d'une période d'installation. Nous sommes à la 6e itération, donc c'est quand même un processus long qui s'est mis en place. Sans doute mieux accepté, les responsables d'établissement nous le diront, mais malgré tout qui pose quand même quelques questions, notamment d'organisation, de financement de ce sujet. Et puis, bien entendu, puisque nous vous tenons, je fais cette phrase un peu simple, je dirais, nous voulons faire le point sur les autres activités de la Haute Autorité de Santé qui sont évidemment très importantes, l'évaluation en particulier des médicaments, pas que, mais également des dispositifs médicaux, l'évaluation des technologies médicales, des actes. Ce que l'on aborde beaucoup ici, évidemment, les questions notamment de pertinence des soins dans laquelle votre grande institution est engagée. Alors, peut-être, on va commencer, Lamine, sur ce point particulier, sur la certification. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner? Comment on organise les choses? C'est une question que les professionnels de santé, j'imagine ceux de vos établissements d'ailleurs, se posent. Alors, il y a plusieurs sujets et je vais commencer par le plus simple. D'abord, je suis un fervent défenseur de la certification et de l'HAS. Président, vous le savez, fervent défenseur. Ceci dit, pour arriver à un scoring, je dirais, dans le haut du tableau, c'est-à-dire à 99, 99, 99, 50, voire 99, 90, ça nécessite des moyens extraordinaires. Des moyens humains, ça, on y arrive à les mobiliser. Ça nécessite également une adhésion du corps médical et ça nécessite une régulation de l'activité importante. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte, lors de la visite, d'une activité qui soit modérée pour bien accueillir les experts visiteurs. D'où perte de recettes, d'où surcoût. Et le corollaire, si on est très bien certifié, très haute qualité des soins, on n'a pratiquement aucun intérêt économique. Aucun. Et ça, j'ai du mal parce qu'on n'a pas de reconnaissance tarifaire alors que c'était le principe de l'incitation financière à l'amélioration de la qualité, dit l'IFAC, et la certification n'est pas assez discriminante. Je pense que vous portez le même regard, et donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu à l'ancien temps, c'est-à-dire que les meilleurs d'entre nous soient discriminés sur une tarification supérieure. Il n'y a pas de raison, et je prends toujours l'exemple des taxis, qu'il y ait un taxi qui soit propre ou qui soit sale, vous payez la même course. C'est pas normal que l'assurance maladie, pour un soin donné, tarifie un établissement qui est non certifié, de la même façon qu'un établissement qui est certifié à la haute qualité des soins. Et je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Je compte sur la HAS pour l'efficience et la pertinence. Et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. On nous dit qu'il faut être efficient et pertinent, et je n'y crois pas. Je n'y crois pas si on n'a pas de guide pratique, technique, sur comment arriver à de l'efficience et la pertinence des soins. Il faut qu'on ait des cadres, il faut qu'on ait des obligations et des comptes à rendre. Sinon, on continuera à avoir ce qu'on appelle des politiques de rabot, c'est 500 millions d'euros par-ci, 500 millions d'euros par-là, 500 millions d'euros pour la FHF cette année, 100 millions d'euros pour nous, d'économies stupides. C'est-à-dire que c'est une baisse de la tarification. Donc ça, c'est le premier problème, qu'on ait une incitation financière qui soit discriminante pour les meilleurs d'entre nous. Ceux qui sont non certifiés, il faut leur donner 6 mois. Si au bout de 6 mois, ils sont toujours non certifiés, il faut qu'ils fassent autre chose. Autre chose. Ils montent un garage, ils montent un restaurant, ils montent un gîte, ce qu'ils veulent. Mais ils ne doivent plus prendre en charge les assurés sociaux parce que c'est mentir à la population. C'est mentir à la population et je ne supporte plus ce mensonge-là. Donc voilà, il y a plusieurs points, Président, que j'aimerais évoquer avec vous. Et également, je suis en phase avec la politique de notre ministre Yannick Noder sur les irritants du quotidien. Les irritants du quotidien, il faut simplifier. Alors quand on dit simplifier, je pense que la HAS doit enlever ce terme de simplification parce que lorsqu'il y a une nouvelle itération, il y a plus de mots que la précédente. Donc je veux bien qu'il y ait une simplification. Je vous taquine, Président.
Je veux bien qu'il y ait une simplification, mais il faut que ce soit dans le concret pour nos équipes. Et également tenir compte, parce que je l'ai vécu récemment, de l'extrême tension que nous mettons sur nos équipes pour vous recevoir dans les meilleures conditions possibles. Extrême tension. C'est important de le rappeler, parce que si on souhaite avoir l'excellence, et nous visons l'excellence, ça demande des moyens humains extrêmement puissants, et j'ai dû faire face à des cas de directeurs, directrices, qualité des soins, qui étaient en panique totale. 1 mois, 2 mois, 3 mois avant l'arrivée des experts visiteurs, qui, dans l'ensemble, se passent bien. Il y a plus, si vous voulez, le délit. Voilà. Au niveau de la fédération, je suis rarement sollicité sur une équipe d'experts qui serait déviante et pour lesquels ça se passe mal. Donc ça se passe bien sur le territoire. On laisse répondre. Il y a beaucoup de questions, Président. Oui, oui. Et il y en aura d'autres encore. Alors, je ne sais pas si on pourra, dans le temps prévu, répondre à toutes les questions, surtout s'il y en a d'autres. Merci d'abord au Président Garbit de souligner la qualité du travail de la HAS et puis l'importance de la certification. Alors, vous soulevez des questions qui ne relèvent pas toutes de nous, hein, vous le savez très bien, mais je vais quand même revenir sur plusieurs questions. Le dernier point, la simplification. Nous rentrons dans un nouveau cycle de certification, dit le 6e cycle, à partir de septembre prochain. Et je n'avais fait qu'une seule demande aux équipes, c'est qu'il n'y ait pas plus de critères dans le 6e cycle que dans le 5e. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a 11% de moins de critères. Donc en termes de simplification, nous avons diminué le nombre de critères exigés dans le cadre du référentiel de certification, et je crois que ça, il faut le souligner, c'est une mesure de simplification. Peut-être que prochaine fois, on continuera à aller dans ce sens-là, de réduire, mais pour le moment, c'est une première réalité. La deuxième réalité que vous avez évoquée me fait penser à la question de l'appropriation de la certification par les équipes, et notamment de vos établissements, les établissements de santé, on va dire, privés. C'est une question fondamentale. Et je vais me permettre, Président, de vous donner un chiffre que vous allez tout de suite comprendre. La HAS, nos experts visiteurs sont quasiment 900. Ils frôlent les 900. Ceux qui sont issus du privé, c'est un tout petit peu moins de 200, 196 si on veut être précis. C'est-à-dire en gros une grosse vingtaine de pourcents. S'il y avait plus d'experts visiteurs issus du privé, ce serait également une aide pour l'appropriation des référentiels de certification, de ce qu'est la certification dans les établissements de santé. Vous avez du mal à les trouver ? C'est plus difficile. Ah oui. C'est plus difficile, mais le président Garbit sait très bien où est la difficulté. Effectivement, c'est un autre mode de fonctionnement, l'établissement privé. Donc ça, nous vous invitons et nous souhaitons réellement avoir plus, et j'insiste là-dessus, de personnes qui viennent de chez vous. Troisième point que vous soulignez, finalement, la certification, pourquoi faire ? Et vous l'avez posé de 2 manières différentes. Que devient-il de ceux qui sont non certifiés ? Il faut rappeler qu'il y a en France 4% d'établissements non certifiés. C'est-à-dire que les 96% sont certifiés, même si à peu de choses près, il y a environ 9% d'établissements dits certifiés sous conditions et qui disposent d'un temps pour savoir s'ils seront certifiés ou s'ils ne seront pas. Mais c'est 4%. C'est quand même très faible, ce qui souligne la qualité indiscutablement des établissements de santé français. Et je dis 4%, que ce soit public ou privé, c'est de cet ordre-là. Alors ça, Lamine Garbi ne peut pas le dire, mais moi, observateur, je dis 4%, c'est pas beaucoup, mais c'est peut-être trop peu. C'est peut-être parce que vous êtes trop gentil, non ? Mais 4%, ok, mais quand ça tombe sur, ah bah oui, quand ça tombe sur soi, c'est 100%. Oui, j'entends bien, mais... Quand vous êtes usager patient, c'est 100%. Oui, mais Lamine Garbi... Et donc c'est terrible. Oui, mais bien, je ne dis pas que ce n'est pas terrible, mais vous avez dit que s'ils ne sont pas, ils n'ont qu'à aller faire autre chose. Non, mais enfin, peut-être, est-ce que les critères sont à la fois suffisamment exigeants ? La réponse, à mon avis, est oui, parce que nous avons des critères dits impératifs, nous avons une analyse qualitative après une évaluation. Je pense qu'on est suffisamment exigeant. Non, la véritable question que pose le président Garbi, c'est qu'est-ce qui se passe après quand on est non certifié, mais aussi qu'est-ce qui se passe après lorsqu'on est certifié, qui plus est avec la mention haute qualité des soins. Ce sont en fait les 2 questions sous-jacentes. Alors, je rappelle que, et ce n'est pas pour refiler le bébé, la non-certification, nous en informons les établissements, nous informons les directeurs généraux d'ARS, nous informons bien évidemment le ministère, et la décision est celle du directeur général de l'ARS, à partir de ce moment-là, voir comment il va accompagner l'établissement, ce qu'il va faire, indépendamment de pouvoir devenir effectivement garagiste en soi, mais je veux dire, on va regarder comment on l'accompagne sur un territoire. Maintenant, il y a l'autre côté. Est-ce que véritablement être certifié, faisant des efforts et obtenant des très bons scores, est-ce que ça doit
avoir une conséquence sur les moyens attribués à l'établissement. Le collège de HAS s'est clairement positionné et a dit oui, absolument oui. Et nous souhaitons que dans le cadre d'IFAC, donc cet institut, cette incitation financière à la qualité, comme vous l'avez dit, il y ait une part plus importante en lien avec la mention de certification. Donc là, nous sommes en phase, mais je rappelle que nous émettons des avis. La HAS est là pour éclairer les décisions du gouvernement. La HAS ne décide pas sur ces points-là. Voilà. Mais notre position, nous l'avons déjà exprimée publiquement plus d'une fois et je la réitère aujourd'hui. Et vous l'avez émise, cette recommandation, il y a longtemps, et puis ça ne bouge pas. Et pour quelle raison Question tout à fait naïve de ce point de vue-là. D'abord, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Parce que, pardonnez-moi, Président, mais il y a quand même prévu au travers d'IFAC un budget en lien avec le niveau de certification qui est différent si c'est la mention haute qualité de soins ou si c'est la mention certification simple. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y en a pas. Si c'est une certification sous condition ou non certifiée prévue de manière automatique, mais ensuite il y a une discussion qui va se faire avec l'ARS locale. Donc nous le disons, nous le redisons, c'est ancien. Moi j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans, mais je crois savoir que c'était une question qui m'avait déjà précédé de savoir. Vous savez, quelle est la difficulté? Tout le monde connaît les finances de notre pays, les finances publiques et notamment le budget social. Et donc la véritable question, c'est est-ce qu'il y a une capacité d'identifier une enveloppe dédiée effectivement au financement et à la qualité, en plus du reste, ou est-ce qu'on est sur un budget global dans lequel il y a cette partie-là? Et ça, je ne suis là encore pas à la place des décideurs, mais la question passera, la réponse passera par la capacité que nous aurons de réduire les déficits sociaux. Alors, j'ai une question parce que Lamine Garbi a parlé de financement à la qualité, ça on entend bien. On ne sait pas donc très bien quelle est la proportion et si ça peut se réaliser, mais il y a aussi l'organisation de la certification elle-même. Lamine Garbi a mis en évidence le stress que ça peut, mais enfin bon, il y a des examens, hein, on essaye de faire bien, mais également le coût de ce que cela représente. Le coût est porté par qui en réalité de la certification? Par les établissements ou par l'État? Non, par les établissements, bien évidemment. Sur les critères, il y en a 400 aujourd'hui. 400 critères, donc 10% en moins, ça fait 360 restants. Non. Il y a, pardonnez-moi, Président. Il y a 132 critères, si je ne me trompe pas, dans le 6e cycle de certification. Je suis sur la 5. Non, sur la 5, il doit y en avoir 150 de mémoire, un peu moins de 150. Voilà. Et donc ces critères-là, ils sont binaires, c'est oui, c'est non, d'accord, en fonction de la réponse. L'IFAC, c'est 700 millions d'euros. Il y a 5 ans, il était prévu que ça passe à 1,5 milliard d'euros, que ce soit doublé. Ça n'a pas bougé. On sait que le Covid est passé par là. Et la rémunération supplémentaire est de l'ordre de 10% lorsqu'on est certifié de très haute qualité des soins. Mais 10% sur 400 millions d'euros. Donc on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais c'est très peu, 400 millions d'euros pour le monde public et le monde privé. Ce que l'on demande, nous, c'est une enveloppe en plus. La réponse, c'est non. Mais que ce soit dans l'ONDAM. Que ce soit dans l'ONDAM pour qu'il y ait vraiment une discrimination et qu'il y ait une incitation. On avait plaidé ensemble avec votre maison l'enveloppe supplémentaire. Ça n'a pas été entendu et on sait que c'est compliqué. Par contre, dans l'ONDAM, il faut vraiment qu'il y ait une part plus importante et que l'on ait cette différenciation qui, pour moi, est essentielle. Parce que le coût, bien sûr, c'est le coût de l'équipe assurance qualité, c'est le coût, je dirais, de l'ensemble des réunions qui sont... Alors, ce n'est pas des réunions perdues, c'est des réunions qui permettent d'avancer. Parce qu'on le voit bien, pendant la préparation de la certification, 6 mois avant la visite, on se dit, mais comment on travaille? On ne sait plus travailler. Comment on arrive à soigner... Ça améliore le management. Oui, comment on arrive à soigner encore des assurés sociaux? On se dit, mais c'est de la folie, on a tout oublié depuis 3 ans. Donc ça permet quand même d'avoir, je dirais, ce rappel qui est fondamental pour moi. Donc c'est pas du temps perdu. Par contre, ce qui se passe, c'est que toutes ces heures, mais qui sont incroyables, c'est des centaines d'heures qui sont passées sur la certification, ne sont pas rémunérées et il n'y a pas de retour. Donc que vous soyez bon ou mauvais, vous avez la même appréciation financière. Et ça, c'est pas tolérable dans un monde où on doit se différencier par la qualité. Et j'aimerais aussi que vous puissiez évoquer la pertinence et l'efficience. Parce que moi, je compte sur vous, parce que vous êtes une autorité, la haute autorité de santé. Autorité, ça fait référence. Autorité. Vous avez l'autorité. L'autorité médicale, l'autorité administrative et l'autorité de bon sens.
de bon sens. Parce que c'est vrai que quelquefois, on vous critique. On critique le privé, on critique le public, on critique les ARS, mais sans ce monde-là, on ne fonctionnerait pas bien. Donc moi, je le redis, la Haute Autorité de Santé est une autorité aussi également morale. Et donc, si vous n'émettez pas dans notre monde, qui est sur la tarification à l'activité, sur la redondance des actes, sur le dossier médical partagé, sur l'informatique, le gouvernement a reporté, je dirais, ses carences sur le numérique sur la HAS. C'est-à-dire que vous devez auditer nos process numériques et on n'a pas le financement en face. Oui. Donc, on se fait retoquer alors qu'on n'a pas les moyens de faire. Oui, et puis Lamine Garbi, en bon professionnel de la communication, fait les transitions également, il fait le journaliste. Et en fait, nous sommes presque dans la deuxième partie de notre entretien, c'est-à-dire que fait la Haute Autorité de Santé dans l'ensemble de ses missions? Efficience, pertinence, on a dit médicaments. Ici, beaucoup de gens nous écoutent. Rappelez-nous peut-être à quelles sont effectivement vos missions et en particulier, comment vous vous appuyez sur les expériences de vos agents, des agences analogues en Europe, etc. Comment vous travaillez dans c'est affreux mot, mais enfin de comparaison. Je n'ai pas voulu dire benchmark. Alors, je ne sais pas de combien de temps nous disposons encore, mais je vous le dirai, monsieur le Président. Je vais d'abord revenir sur la question pertinence et ensuite je vais présenter globalement la HAS. Aujourd'hui, Président, dans le 6e cycle de certification qui est prévu pour la rentrée à partir de septembre, il y a des critères impératifs, il y en a toujours eu, il y en a un peu plus qu'avant, maintenant on frôle les 20 critères impératifs, mais parmi ces 20 critères impératifs, il y a des critères purement de pertinence, ce qui va relever de la bonne pratique de la prescription de médicaments, de la bonne pratique de l'administration de médicaments, la bonne pratique dans le domaine des antibiothérapies. Donc tout cela, c'est de la pertinence et c'est dans la certification. Mais je reviens sur vos questions. Bon, alors... on va reprendre un point d'histoire. Je suis désolé, il y en a qui m'ont souvent entendu le rappeler. La HAS, elle a aujourd'hui 21 ans. Elle a été créée par une loi en août 2004. Et elle a été créée pourquoi? Elle a été créée pour expertiser notre système de santé, ou plus exactement sa qualité, à des fins de remboursement. C'est-à-dire, d'ailleurs, que nous avons été créés par une loi qui s'appelle la loi relative à l'assurance maladie. Et que les articles princeps qui étaient dans cette loi sont dans le code de la sécurité sociale et non dans le code de la santé publique, ce qui fait un message qui est quand même assez clair sur notre mission, qui est une mission d'expertise avec un caractère scientifique de l'autorité publique indépendante que la HAS. 3 grands domaines: l'évaluation des technologies de santé, vous l'avez dit, à des fins de remboursement, médicaments, dispositifs médicaux, mais aussi les actes professionnels et le cadre des vaccins. Je sais que le vaccin est un médicament, mais ça a été ajouté qu'après. Je rajoute simplement, là aussi, il y a beaucoup de stress de la part des industries du médicament quand ils doivent passer à l'HAS. Enfin, j'entends ça souvent. Je ne commenterai pas. Nous allons un tout petit peu plus loin. Deuxième grand domaine, c'est nous élaborons des recommandations de bonnes pratiques, aussi bien dans le champ sanitaire que dans le champ social et médico-social, car nous avons également tout ce champ-là. Il faut l'ouvrir. Oui. Troisième grand domaine, la certification des établissements de santé, mais aussi l'évaluation que nous faisons de manière indirecte des établissements sociaux et médico-sociaux. Alors pourquoi indirect? Parce qu'il y a 2500 à peu près établissements de santé, mais il y en a 41 000 établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, ce qui fait que nous élaborons le référentiel et ensuite il est mis en œuvre par des organismes agréés, accrédités par le COFRAC. Donc voilà l'ensemble de nos missions. L'Europe maintenant. Le médico-social, c'est plutôt récent, ça. C'est 2017-2018, je ne veux pas vous dire de bêtises, où il est arrivé effectivement à la HAS, avec à la fois évaluation et recommandation. Alors maintenant, sur le plan international, on va rester d'abord sur le plan européen. Sur le plan européen, nous avons des contacts très réguliers avec nos homologues de l'ensemble des pays de l'Union européenne. À tel point que le hasard veut que une fois tous les 6 mois, nous avons une réunion de toutes ces HAS européennes. C'était hier. Donc je suis rentré hier d'Oslo où ça avait lieu. Je rassure, ça ne dure que 24 heures de réunion où on rencontre tout le monde. Et on retrouve les questions que nous avons en commun, qui sont des questions qui intéressent beaucoup les industriels. Et nous avons beaucoup travaillé sur l'utilisation des données en vie réelle, par exemple, pendant ces 2 jours. Je rappelle aussi qu'il y a un règlement européen pour l'évaluation des technologies de santé qui est rentré en œuvre, en action opérationnelle en janvier dernier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les médicaments vraiment innovants, et notamment en cancérologie, sont évalués non plus par l'ensemble des États, mais chaque fois l'évaluation scientifique se fait par 2 États.
Et il se trouve que les 2 premiers dossiers qui ont été comme ça exposés, nous devons évaluer un des 2 avec un deuxième pays membre, comme cela se dit. Donc c'est une autre approche. Mais ensuite demeurent les commissions d'appréciation à des fins de remboursement par État. Mais la partie scientifique d'évaluation devient commune, et c'est un des objectifs de nos rencontres, c'est pouvoir discuter de ces modalités-là. Et d'être peut-être l'agence qui est choisie par le laboratoire pour évaluer le médicament. C'est quand même mieux que ça, non? Le laboratoire ne choisit pas l'agence. C'est un groupe de coordination qui, lorsque le laboratoire dépose un dossier, décide des évaluateurs. Et donc, elle n'intervient pas. Elle peut intervenir autrement. L'industriel peut intervenir en amont s'il a besoin d'une consultation scientifique avant de déposer son dossier ou en cours de préparation de ses essais cliniques, de ses protocoles, de ses méthodologies. Et là, c'est lui qui va choisir effectivement la HAS, on va dire, qu'il voudrait au niveau européen. Ça, c'est une nouvelle procédure d'évaluation. C'est assez récent. Depuis janvier. Et c'est le règlement européen, il a maintenant plus de 2 ans. D'accord. Ouais. Mais donc, la Haute Autorité de Santé, dans ses rapports avec les autres agences, c'est un fonctionnement habituel, normal. Alors, ma question est avec l'américaine, par exemple? Alors, là d'abord, il n'y a pas une HAS américaine. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une sécurité sociale, une solidarité nationale au sens où nous l'entendons aux États-Unis. Donc il va y avoir l'équivalent de l'agence chez nous du médicament, la NSM, qui va donner les autorisations de mise sur le marché, mais il n'y aura pas l'autre structure équivalente sous cette forme-là. Il y aura des recommandations qui pourront être faites, on le voit notamment sur les médicaments et sur les vaccins, je pense, mais il n'y a pas l'équivalent de la HAS aux États-Unis. Alors qu'on la retrouve au Québec, on a l'INES avec lequel on a effectivement des contacts, qu'on la trouve partout, pas partout, dans beaucoup de pays au moins occidentaux, mais qu'elle n'est pas aux États-Unis. Lamine Garbi a évoqué l'idée que vous étiez une agence d'autorité qui portait également des valeurs, enfin j'allais dire éthiques, j'aurais peut-être pas dit morales, mais enfin pourquoi pas, morale, éthique, enfin en tout cas professionnelle. Comment vous regardez l'évolution sur le débat que nous avons eu il y a quelques minutes avec Agnès Buzyn et Régis Aubry sur l'évolution de la recherche, l'évolution sur les critiques qui sont faites, sur la médecine par l'épreuve, l'évidence-based medicine, c'est un peu vous, non? Enfin bon. Alors nous, je suis désolé, je reprends les textes. Nous avons été créés comme autorité publique indépendante. En d'autres termes, ça veut dire que c'est une structure qui n'a pas de tutelle ministérielle. Pas de tutelle ministérielle. Et autorité publique indépendante, la loi dit à caractère scientifique. Ces mots à caractère scientifique, on les retrouve pour aucune autre autorité publique indépendante. Je rappelle qu'il n'y a que 8 autorités publiques indépendantes à ce jour, et une seule en santé, c'est la Haute Autorité de Santé. Il n'y en a pas d'autre. Donc la science est au centre de toutes nos décisions, de tous nos avis, de toutes nos propositions. Et nous nous revendiquons véritablement comme une autorité scientifique. Ça veut dire que c'est d'abord effectivement l'évidence-based medicine, chaque fois que c'est possible, avec la difficulté, lorsqu'arrive un produit nouveau, une maladie nouvelle, qu'il y a des émergences, on va malheureusement pas pouvoir se reposer sur des données récentes puisqu'il n'y en a pas, mais nous allons pouvoir nous reposer heureusement sur les compétences des experts et pour avoir des avis d'experts. Mais cela, c'est par exception lorsqu'on ne peut pas faire de l'évidence-based medicine. Et est-ce que la Haute Autorité de Santé, sous votre présidence, dans ce débat important, d'ailleurs que l'on a connu pendant le Covid, c'est-à-dire est-ce qu'elle va prendre parti très fortement pour ce que l'on a essayé de traiter tout à l'heure, sauver la recherche? Enfin, sur ces grandes questions fondamentales qui se posent à la fois sur l'information, sur la formation à la science, sur les menaces qui sont portées sur des processus scientifiques, etc. Quelle est votre opinion à la fois, j'allais dire, du président de la Haute Autorité de Santé, enfin du médecin que vous êtes? Premièrement, la HAS n'a pas de mission de recherche. Elle ne l'a pas. Non, elle ne sont pas prévue par la loi, elle n'est pas organisme de recherche. Bon. Seulement, nous, notre souci, c'est la qualité de ce qui se passe dans nos établissements de santé, la qualité de la pratique des professionnels de santé, la qualité des produits de santé. Et on ne peut pas, en cela, s'éloigner de ce qui relève de la recherche. Par exemple, il y a en France une agence dite de la programmation pour la recherche en santé. Nous sommes partie prenante, tout en n'étant pas chercheurs, pour participer à ce qu'on appelle le comité des partenaires, pour suivre ce qu'il en est. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes dans la recherche. En revanche, c'est le produit de la recherche qui va nous intéresser, que ce soit une innovation ou un outil d'évaluation méthodologique. En l'occurrence, on peut parler de la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans ces évaluations. Mais nous sommes là. Juste revenir 30 secondes sur l'arrêté IFAC. En 2022 et 2023, nous avons pris des positions communes qui n'ont pas été suivies par le ministère. Ça, c'est le premier point.
J'aimerais peut-être évoquer avec vous le processus décisionnaire, in fine, lorsque la visite s'est passée, qu'on a un scoring, qu'on nous demande de garder secret, et il peut apparaître que ce scoring est modifié, je dirais, par la décision. C'est pas toujours bien vécu. Alors, quelquefois, c'est des dixièmes qui sont en moins ou en plus, mais c'est pas toujours bien vécu parce que la compréhension n'est pas forte. Donc ça, c'est juste un commentaire. Et également, on aimerait que vous puissiez simplifier les visites de groupes, d'établissements de groupes qui sont en GHT privés non reconnus. Mais pour prendre un exemple que je connais bien, c'est le mien. J'avais une visite certifiée programmée de 6 établissements en même temps. C'était plus de 25 visiteurs pendant 15 jours. C'était impossible pour les équipes de gérer ça. Donc on a transformé en une visite par mois pendant 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, tous les lundis, lors des staffs du groupe, on ne parlait que de ça. 6 mois. Et ceux qui passaient en premier, ils étaient le mois suivant dégagés et souriants. Et ceux qui arrivaient 3e mois, 4e mois, 5e mois, 6e mois étaient tendus. Et nos résultats me permettent de dire haut et fort que c'est une belle aventure, mais extrêmement complexe, coûteuse et anxiogène. C'est parce que vous avez des établissements énormes. Nous avons de tout, des petits établissements de 70 lits, des établissements de 400 lits. Dans le groupe, nous avons toutes les spécificités. Mais vraiment attirer votre attention sur la simplification de ceux qui veulent rentrer dans une certification de groupe. Alors, on va parler du groupe, parce qu'il y a souvent une question pour nous. Qu'est-ce qu'on fait des établissements dans un groupement hospitalier territoire, GHT? On n'évalue pas le GHT, on ne certifie pas le GHT, on certifie chaque établissement du GHT. En revanche, nous coordonnons, je veux dire, les visites de manière à ce qu'elles soient cohérentes dans le temps. Alors effectivement, vous soulevez la difficulté si vous aviez en même temps la même semaine. Mais que diriez-vous si c'était que nous faisions tous les 6 mois, à l'inverse? Nous n'aurions pas au même moment une image de ce qui se passe dans le groupement hospitalier territoire. Donc il faut qu'on trouve l'équilibre entre répondre à l'ensemble des établissements dans un délai de temps logique là-dessus, et puis de faire que ça ne dérange moins effectivement le fonctionnement de vos établissements. Voilà. Dernière question, si vous le voulez bien. Lionel Collet, on parle beaucoup d'économies à faire et peut-être de nécessaires regroupements d'agences. Qu'en est-il? Quel est votre avis? Est-ce que vous allez englober d'autres agences ou peut-être d'autres vont vous englober? Enfin, comment vous voyez ça? Ce sera ma dernière question pour ma part. Alors, je suis désolé de revenir encore une fois sur un point d'histoire. La HAS est née par le regroupement de 3 structures. La commission de la transparence, la commission qui évaluait les dispositifs médicaux, elles étaient toutes les deux à ce qui était l'agence du médicament, et puis l'ANAES, qui était l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. C'est l'agence qui faisait en gros les certifications, qui s'appelait accréditation à l'époque, et des recommandations de bonne pratique. Nous sommes nés déjà par un regroupement. Ensuite, nous a rejoint la commission technique des vaccinations, qui s'appelait Comité technique des vaccinations, qui était au sein du Haut Conseil de santé publique, nous a rejoint. Ensuite, nous a rejoint l'ANESM, l'Agence nationale de l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. C'est-à-dire que l'histoire de la HAS, c'est l'histoire de regroupement au sein de la HAS et d'élargir progressivement son champ. Alors la question que vous ne m'avez pas posée, mais vous voulez me poser, c'est et après? Oui, et après. Exactement. Merci. Écoutez, on va laisser les parlementaires et l'exécutif le faire. Je note qu'il y a eu un rapport de l'IGAS consacré à l'Agence nationale de développement développement professionnel continu, qui a évoqué parmi les pistes le fait que la HAS puisse prendre en charge le pilotage scientifique des missions qu'a actuellement la NDPC. Attendons de voir quelles sont les conséquences, mais nous sommes prêts à cette éventualité à la HAS. Il me revient à l'esprit, j'espère que je ne fais pas d'erreur, mais ça me permet de penser à lui, c'est que ces sujets que vous évoquez, notamment l'ANAES, enfin, etc., c'était un travail qui a été fait aussi par des hommes des cliniques privées. Et ça me permet de penser à un grand de vos prédécesseurs, Monsieur Coulon et Louis Serfati. Et Louis Serfati. Mais surtout, qui nous a quittés. Surtout Alain Coulon ne nous a pas quittés. Non, il est en pleine forme. Non, c'est surtout Alain. Ah, c'est vrai que le président Serfati aussi était un ardent défenseur, mais c'est surtout Alain qui a eu des hautes fonctions aussi à la ANAS, dont il a été le directeur. Et on a été content de vous recevoir et de faire le point avec vous, Lionel Collet, sur ce que fait et ce que pourrait faire la haute autorité de santé. Merci et bon congrès.